Rebonjour. Je vais commencer par vous parler du sujet vivant et du sujet écoutant et vous dire que j'ai 75 ans, donc que j'ai parcouru quand même un très long temps et un peu la vie de la nouvelle technologie. J'ai commencé à travailler sur des magnétophones. J'ai commencé par faire le stage au groupe de recherche musicale. J'ai eu la chance d'avoir Pierre Schaeffer, qui était encore directeur. C'était au Centre Bourdan, c'était même pas à la radio. Je ne me sens pas pour ça une croulante, mais bon, quand même, ça commence à faire un bon temps. Et j'ai travaillé aussi à l'IRCAM pendant 10 ans. Et puis, à un moment donné, j'avais envie de prendre mon indépendance, parce que je n'étais pas toujours très à l'aise dans toutes ces structures, pour différentes raisons. Donc voilà. Je ne vais pas vous retracer non plus tout mon parcours musical, parce que ça fait 50 ans, ou 55 ans, donc c'est un peu trop long. Mais actuellement, je fais partie, s'il y a un courant où je peux me sentir à peu près à ma place, ça serait plus le courant de la musique concrète, donc le courant peut-être de Pierre-Henry. Je travaille sur des sons microphoniques, pratiquement depuis quand même assez longtemps maintenant, donc des sons enregistrés, que ce soit des sons faits en studio, que ce soit des sons faits maintenant aussi dehors. Donc j'ai toujours pratiqué tous les aspects de la prise de son, de la capture sonore. Donc voilà. Et ce que j'aime dans la prise de son, c'est vraiment le côté complètement miraculeux, extraordinaire de l'effet du micro et l'effet donc aussi du casque. Et ce côté amplificateur du moindre petit détail du son m'a toujours émerveillée, et j'ai souhaité garder cet aspect-là de la chose. Donc le son synthétique ne me dit rien. Et même, je dois dire maintenant, depuis quelques années, je n'utilise même plus de plugin. C'est-à-dire que je trouve que ça colore le son, que ça lui enlève quelque chose d'une vitalité qui m'ennuie un peu. Donc il s'est trouvé qu'en plus, au gré de mes aventures musicales, ça s'y prêtait. Voilà. Vous dire aussi que là, je vais donc insister sur un projet qui me relie d'ailleurs au colloque. C'est un travail que j'ai fait avec Marc Namblard, qui est un audio-naturaliste, que je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. Et je vous parlerai plutôt en détail de ce projet-là. J'ai fondé en 2000, c'était en 2001 ou 2002, quelque chose comme ça. Ça a commencé en tous les cas dans les années 2000. J'ai fondé une association qui s'appelait Musique in situ, qui se donnait comme mission de proposer des scénographies musicales destinées à un large public, et qui était plutôt situé dans des lieux porteurs d'imaginaire. Donc dans des sites naturels, dans des sites urbains, des sites historiques, fermés, ouverts. Et ce qui m'intéressait, c'était le lien qui unit la musique et le lieu, qui est finalement un lien assez fort, entre l'artistique et le social, entre les créateurs, entre les habitants, et partager, disons, tout ce processus un peu alchimique de l'imaginaire et du symbolique. Ça a donné sens à mon métier. Voilà, en gros. J'ai continué à faire des concerts sur Acousmonium en salle, mais je trouvais que ce côté face à face avec une scène à l'italienne, où il n'y a rien à voir, parce que le propre de la musique acousmatique, c'est qu'on est uniquement dans la perception, on est dans l'écoute, et donc il n'y a rien à voir, il y a juste à fermer les yeux pour profiter de l'écoute.
Donc j'ai trouvé ça très contre-productif à notre art, où il n'y a rien à voir et tout à imaginer. Donc, à ce sujet-là, voilà, comme présentation. Donc, une attention un peu plus soutenue ces dernières années à l'écoute de la nature, que je sens quand même en péril. C'est ce qui m'a fait rencontrer Marc Namblard. En plus, je suis retournée, j'habitais Paris pendant de longues années, et je suis retournée ces dernières années à la campagne, et qui est vraiment mon lieu d'habitation à la fois d'enfance et de goût. Je veux dire, j'adore le paysage. Voilà, j'adore me balader dans des paysages. Que maintenant, je suis plutôt en voiture qu'à pied, mais bon, voilà. Et donc, Marc Namblard, au départ, j'ai fait un projet sur la forêt, c'était en 2018, très atteinte par tout ce qui se passe en Amazonie. Et j'étais en train de travailler, faire mes sons, j'étais allée en forêt, bon, etc. Et à un moment donné, je cherchais des sons, je regardais un peu sur Internet et je suis tombée sur un CD de disques, sur un CD de sons de cerf qui a été fait donc, par Marc Namblard. Et donc, j'ai écouté, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai pris quelques sons, notamment des bois de cerf qui se battent et qui se rendent compte qui allaient tout à fait dans ma sensibilité. Et donc voilà, j'ai pris ça. Et puis à la fin, finalement, je les ai gardés dans ma pièce. Donc j'étais quand même un petit peu embarrassée parce que ce n'étaient pas les miens. Et donc j'ai envoyé un mail à Marc Namblard en lui disant: je vous ai pris des sons, est-ce que je dois vous les payer, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit: je suis heureux, je connais votre travail, surtout gardez-les, je vous les donne. Enfin, il était emballé. Et à partir de là, il est très généreux, il adore que les artistes utilisent ces sons. Donc ça aussi, c'est une démarche quand même assez extraordinaire. Et donc, on est parti. À partir de là, on s'est dit, on va travailler ensemble. Ça a mis, donc je suis allée le voir dans les Vosges, ça a mis quelques temps. Et puis, on a eu, moi, de mon côté, j'avais fait une musique qui s'appelle Au Mêlé. Un extrait passera ce soir. Et ça, c'était une commande d'un centre de création en Bretagne. À quelle heure j'ai commencé ? 14h25. Et donc, en Bretagne, le Loguelou, c'est un lieu formidable qui m'ont invité en résidence et qui m'ont laissé complètement libre. Et donc, j'ai vadrouillé là, et en Bretagne, sur tous les estuaires, etc. J'ai choisi, et tout d'un coup, j'étais fascinée par la vase, parce que je connais bien la Bretagne, je suis de la Normandie, donc la boue, la vase. On était en plein confinement et je trouvais qu'on s'envasait, effectivement, on s'enlisait. Et je ne sais pas pourquoi, la vase est devenue mon centre d'intérêt artistique. Et donc, les Au Mêlés, il s'agit d'une recherche musicale autour de ça. Et on a donné le concert sur le haut d'un promontoire avec une belle église en granit. Il y avait toute une journée de balade autour du promontoire. Et le soir, au soleil couchant, je donnais ma création sur acousmonium face à l'estuaire. Et c'était un très, très beau moment, juste à la sortie du confinement. Et donc, les gens étaient super enthousiastes. Du tout. Bon, voilà. Donc ça, c'était ma rencontre avec... Et alors là aussi, comme c'était le confinement, je n'avais pas pu faire des sons comme je voulais. Et Marc a continué à m'envoyer des sons. Et donc, je les écoutais longuement. Et peut-être à la fin, on pourra en discuter. Qu'est-ce que ça veut dire de composer avec des sons naturels envoyés par quelqu'un que je n'ai pas fait moi, etc. C'était pas du tout évident parce que j'ai une formation classique, donc je viens de la composition, je viens de la musique classique, j'étais même chanteuse lyrique à un moment donné, et donc j'ai quand même été élevée par la musique classique, vous voyez, donc par la forme, donc par le fil conducteur, donc par quelque chose de cet ordre-là, d'une pensée un peu finalement romantique autour de la composition. Et tout d'un coup, se retrouver avec des sons
de la nature, des sons en général pas mal d'animaux, d'oiseaux et puis de plein de choses. Au début, j'en avais entendu, bien évidemment, j'avais des CD de bruitage, des choses comme ça, mais bon, le fait que Marc me les ait envoyés, que je travaille avec, c'était pour moi très très nouveau. Et en même temps très angoissant parce que je n'osais même pas couper. Vous voyez, je n'osais même pas couper dans le son tellement je l'ai trouvé beau, tellement j'étais respectueuse de la nature. Et que ça, heureusement, il y a eu le Covid parce que ça m'a un peu chamboulé, tout ça. Donc, ce qui fait qu'après, j'ai eu beaucoup plus de courage d'aborder ces sons-là et de pouvoir les abîmer. Au fond, c'était ça. Hein. Alors, avec Marc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé. Je vais vous faire écouter, peut-être sans rien voir. Donc, je ne vais pas peut-être débrancher parce que si jamais ça ne marche pas après. Est-ce qu'on pourrait peut-être fermer la lumière? Peut-être quelqu'un qui est là-bas. Et si vous pouviez fermer les yeux. Je vais vous faire entendre le tout début de cette musique qui est, quand même, je le dis, une improvisation au départ. Hein. Donc, je vais y revenir. Là, je vais vous faire entendre une version de cette improvisation qui a été faite d'un seul tenant, quand même. Donc, voilà, qui a été donc captée. Et on fait un CD qui va sortir bientôt de cette impro, qui n'est plus donc une impro, mais voilà. Donc, je vous fais écouter le début. On entend, c'est très ténu. Attendez. Excusez-moi, je vais changer de... Vous ne regardez pas l'écran. Hein.
Voilà, ça c'était le début, l'introduction. C'était pour vous permettre de faire un petit roupillon après le déjeuner. Voilà. Et donc, je vais vous décrire le paysage choisi quand Marc est arrivé en Bretagne. Il est des Vosges, donc il était assez excité par le paysage breton. Et on a choisi l'estran de Buguélès, qui est à côté de Port-Blanc, Penvénan, entre Paimpol et Lannion, qui est vraiment, pour moi, la plus belle côte. C'est dans le Trégor, la plus belle côte bretonne. Et l'estran de Buguélès, à marée basse, c'est une enfilade de petits îlots sauvages, où il y a certains qui sont reliés par des cordons de galets. Deux d'entre eux abritent des maisons. Et lorsque la mer se retire, elle se retire très, 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 très loin. Et donc, il y a une vaste étendue qui est là, mouillée. C'est comme un paysage lunaire. Et en explorant cette surface un peu tout à fait scintillante, en fait, avec le soleil et les reflets du ciel, un peu vitreux, les frontières s'effacent. On voit une vie grouillante sur le sable qui petit à petit apparaît. C'est une matière un peu spongieuse. Et de là, on s'est mis à imaginer. On s'est dit, on adore ce paysage, d'accord, on va partir de là pour travailler, pour faire notre improvisation. Et donc, je vous montre les photos maintenant de la baie. Alors, normalement, j'en ai une. Voilà. Alors, ça, ce sont les petits monticules du sable mouillé. Je pense que tout le monde connaît ça, mais c'est toujours très frappant. On se dit, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Donc, d'ailleurs, je suis partie dans toute une... Alors, juste des vélos, un vélo qui est passé, un cheval. Ça, c'est l'ensemble de la baie côté terre. Là, c'est plutôt côté mer, mais vous voyez, la mer, elle est loin derrière, donc on ne l'entend même pas, à marée basse. Et notre propos, c'était marée basse. Là, c'est l'arrivée. Donc, à marée basse, on peut aller dans les maisons avec le sable, sur le sable. Donc, ça, ce sont des photos qui ont été prises par Marc et par un autre, Philippe, le directeur du Loguelou. Voilà. Et donc, la structure de l'improvisation, on s'était tout bêtement inspiré de la déambulation sur cette immensité de sable mouillé, donc avec les scintillements, avec des machines qui viennent au loin, mais très très loin. En fait, on n'entend rien quand on arrive dans la baie. Tout est sourd, tout est assourdi, on n'entend pas la mer, les maisons sont très loin. En plus, on était en février, il n'y avait strictement personne. Et c'était bizarre parce qu'on s'est dit, mais sur quoi on va travailler ? Il n'y avait pas de son. Donc on s'est dit, on va déjà imaginer tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce qui se passe à la surface, tout ce qui se passe dans le ciel. Il y a des oiseaux qui viennent évidemment piquer les petits monticules, parce que ce sont des petits monticules d'Arianicole, donc ce sont des vers. Donc quand on est resté longtemps, petit à petit, on a vu apparaître des choses.
c'est vraiment l'observation attentive de tous ces petits cratères ou ces trous qui étaient intrigants. Donc on s'est mis un peu à imaginer ce qui se passait à la surface, après ce qui se passait un tout petit peu en dessous de la surface, et puis même ensuite on s'est interrogé sur ce qui se passait derrière, au loin, dans les abysses. Et donc voilà, ça a été très simple. Mais avec Marc, on ne se pose pas de questions. C'est quelqu'un de très calme, de très paisible, de très pas compliqué. Et donc, j'ai suivi ce mouvement. Et alors, je vais vous donner la conduite. La conduite de cette improvisation. Alors... où est-ce que je l'ai mise, ma conduite? Avec quoi vous improvisiez? Je vais y venir tout à l'heure. Je vous montre ma conduite, qui est donc... j'ai un côté un peu paysan. C'est la vache, c'est la boue, et puis voilà, la conduite, vous voyez, ça vaut... Je suis un peu honteuse par rapport à tous vos petits... vos visualisations que vous avez montrées, mais bon, voilà. Bon, par exemple, ça, c'était ma conduite. Vous voyez, alors, en haut, vous voyez un petit peu ma flèche, oui. En haut, c'était le début, space, un peu les miroitements. Après, il y avait tout ce qui se passait dans l'air. Donc, un point de repère, pour moi, c'était des sons de vol, des ailes, des sons d'oiseaux, des ondes. Et mon idée aussi, c'était d'arriver, moi, à peut-être imiter les sons aussi que je pouvais imaginer qui se passaient sur ce paysage. Ça, c'est le côté, disons, plus compositrice, habituée à faire des sons en studio, et notamment ce qu'on pourrait appeler le bruitage de cinéma. J'adore ces sons qui sont faits par des petites bricoles et qui, finalement, imitent des sons tout à fait réalistes. Donc, moi, je m'autorisais à le faire. Par contre, Marc a travaillé, lui, que sur des sons qu'il a enregistrés. Donc, on est allé après enregistrer quand même sur le site. Il a laissé des micros, comme à son habitude, 24 heures dans des sites particuliers. Et après, il reprend des sonorités qu'il y a sur... enfin, il reprend des sons plus typiques. Après, on arrive à la surface, où il y avait... qu'est-ce qui se passe à la surface? Donc, il y avait les ondes du sable, les ondes, les marques, enfin, tout ce qui peut se passer aussi dans le sable avec toutes les traces. Il y avait comment ce sable, petit à petit, se transforme en roche. Il y avait de temps en temps aussi, à un moment donné dans la soirée, la mer qui arrivait. Et puis petit à petit, toute la fin, c'était ce qu'on s'est imaginé, ce qui se passe dans les abysses. En gros, vous voyez, voilà. On ne suivait même pas on l'avait en tête. Hein. Ça durait 1 heure, une impro qui dure à peu près 50 minutes. Et voilà, on avait ce schéma-là, on s'était dit ça. Alors, après, ce qui s'est passé... Là, j'ai fait un... ce qui s'est passé, c'est que je vais vous montrer maintenant, après cette conduite, on a, disons, travaillé chacun notre dispositif de jeu, où on répartit astucieusement, il faut dire, les objets sonores sur les différentes interfaces. Et l'idée, pour moi, c'est de jouer sans écran. C'est-à-dire, pendant l'impro, je joue comme ça, je n'ai pas d'écran sous le nez. Ce qui n'est pas forcément si simple. Donc, quand je dis astucieux, c'est à ce niveau-là. C'est qu'il faut construire les petites interfaces. Donc, le dispositif, est-ce que c'est celui-là ? Non, ce n'est pas celui-là, mais je vais quand même vous le montrer. Ça, c'est le dispositif de jeu en concert, que ça soit dehors ou dedans. Là, on est là, Marc et moi. On jouait sur... chacun, on avait 4 pistes. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez, c'est 1, 2 ici, 3, 4, où on joue
les deux sont mélangés, c'est-à-dire il y a moi et Marc, on est là, et là, et là. Et là, il y avait moi, 5, 6, c'est pour moi, et le 7, 8, c'était pour Marc. Donc ça fait une diffusion immersive à 8 pistes, où à la fois on entendait assez précisément les sons de l'un et de l'autre, et en même temps le mélange. Ce qui nous permettait de faire des spatialisations assez sympas. Et tout à fait mécaniques, on va dire, hein, avec de micro-décalages pour faire des effets de rotation, des choses comme ça. Donc ça, c'était le dispositif, c'est le dispositif de spatialisation. On a travaillé avec Live, Ableton Live. Ça aussi, pour moi, c'est maintenant, c'est important de travailler avec des trucs un peu commerciaux qui fait que ça marche bien, c'est pas compliqué, ça tombe pas en panne. Donc, je suis passée à Ableton Live. Et je voudrais vous montrer, alors attendez, les photos, ça c'est le pad. Je vais... Ableton Live, je vais vous montrer après. Je vais te montrer après. Hein. Pour l'instant, je continue non, attendez. Les photos, j'ai essayé OBS, traces, dispositif impro, voilà. Hop. Alors, je vous montre ça, parce que ça, c'est notre dispositif, donc le mien. Donc, Ableton Live, on voit ici un truc d'écran. L'écran, une des pages. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait des pads, donc un plus grand pad au milieu, 2 petits pads, un ici, un clavier ici, un petit clavier ici, et donc plus une petite mixette de mixage que j'ai ici, qu'on ne voit pas en bas. Alors pour moi, le plus important quand je fais de l'impro, c'est de pouvoir gérer l'intensité du son à tout moment. Donc, je travaille avec une vélocité sur le pad, c'est-à-dire que c'est un pad qui prend la vélocité en compte, c'est-à-dire que si j'appuie vite et fort, ça joue plus fort, et si j'appuie doucement, ça joue doucement. Donc, il est sensible à la vélocité. Et le pad ici, c'est relié à des séquences que j'avais qui sont un tout petit peu plus longues, que je vais montrer en détail tout à l'heure, qui fait qu'à tout moment, je peux mixer quelques éléments en direct. Et en tous les cas, et sur les petits curseurs de la petite interface d'ici, il y a aussi des curseurs rotatifs qui règlent chaque piste d'échantillonneur que j'ai ici. Donc, à tout moment et sur n'importe quelle chose, je peux intervenir au niveau de l'intensité. Alors évidemment, c'est du continu, c'est de l'intensité continue parce que ce sont des curseurs, mais pour moi, c'est fondamental en tous les cas. C'est le minimum. Tant que j'avais pas ça, j'arrivais pas à faire d'impro. Parce que pour moi, l'intensité, c'est ce qui fait la musicalité des choses. De pouvoir, ce qu'on appelle l'entretien du son, l'enveloppe dynamique, et d'avoir des enveloppes dynamiques hyper dessinées, hyper précises, hyper sensitives, un peu ce que représente le geste de l'instrumentiste, en fait. C'est ça qui fait la musicalité d'un violoniste, au fond. Hein, c'est pas celui qui fait des notes comme ça, c'est tout ce rapport avec l'intensité du son. Alors, donc ça, c'est ce que j'appelle les petites interfaces. Donc ça, c'était en répétition. Hein. C'est-à-dire, c'est au moment où on a enregistré le CD. Donc, il n'y a plus d'écran après pendant le concert. J'ai plus que des petites interfaces ici. Alors, maintenant, je vais aller en détail. Donc, je vais vous montrer Marc. Où est-ce qu'il est? Bon, ça, c'est encore vu d'un autre angle. Là aussi. Et Marc. Voilà. Donc, Marc, lui, il a simplement ça, une petite interface où il y a 8 boutons, 8 pads par là et 8 par là. Donc, 64. Et puis, avec l'intensité aussi, parce que lui aussi est très sensible à ça. Donc, ça tombait bien. Et on a, je pense, le même type de musicalité avec Marc, donc, parce que ça a été assez simple à faire tout ça. Donc voilà, pour les outils. Maintenant, le dispositif, je vais vous montrer l'interface. Attendez, je les avais tout à l'heure. Conduite des pistes.
Oui, je vais vous montrer plus en détail maintenant. Non, je sais. Avant, je vais vous montrer... je remonte d'un cran. Voilà, les sons. Voilà. Alors, à partir de là, les sons bruts, ils deviennent porteurs d'une nouvelle, pour moi, d'une nouvelle sensibilité. C'est-à-dire que tous les sons qu'on a captés, après ce que je vous ai raconté sur le paysage, sur notre inspiration, c'est ça qui reste un peu romantique, au fait. On s'est inspiré du paysage, au fond. C'est pas le respect du son naturel, comme je le disais tout à l'heure, mais ce sont les possibilités de travailler sur ces matériaux naturels. Hein. C'est pas le descriptif qui m'intéresse, qui nous intéresse. Et l'important aussi, c'est qu'en transformant ces sons, on élargit leur portée, on crée des ponts entre la matérialité brute et puis une vision plus personnelle, finalement, voire un peu onirique. Hein. Et c'est là-dessus que je pense que c'est important d'attirer l'attention sur des éléments un peu, pas du quotidien, mais des éléments relativement négligés. C'est des bruits auxquels on ne prête pas forcément attention, parce que d'une part, ils sont inaudibles, donc qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont présents, ils ont un pouvoir d'imaginaire assez exceptionnel. Et c'est un peu comme faisait Francis Ponge, hein, qui voyait dans les objets du quotidien des sujets poétiques, dignes d'attention et même de contemplation, on va dire. Donc moi, j'ai tendance à laisser parler cette matérialité, cette espèce de sensation, et à révéler la singularité des choses. C'est donc d'ouvrir un espace un peu où l'ordinaire devient un peu extraordinaire, où l'écoute réinvente, l'écoute réécrit. Bon, voilà. Alors après, je vous montre maintenant les sons. Comment je m'y prends, par exemple, moi, en tous les cas. Marc, je ne sais pas trop comment il a fait. Mais moi, vous voyez, ici, par rapport à la conduite dont je vous ai parlé, j'ai comme des réservoirs de sons avec plutôt des données poétiques. Donc, il s'agit, par exemple, des ailes. Bon, bah, les ailes, Marc en avait, moi, j'en ai fait sur place et j'en avais aussi, donc je vous fais entendre ça. Voilà. J'en ai sélectionné quelques-unes. Celle-là, je l'ai faite avec un parapluie. Là, c'est une aile de pigeon à Bobigny. Oh, pardon. Ça, c'est... Ce qui m'intéresse dans ces sons-là, c'est le côté vraiment expressif, c'est le côté émouvant. Vous voyez, c'est l'affect qui va avec ce son qui m'intéresse. Pour moi, ils sont d'emblée un autre. Ça, c'est... Celui-là, c'est un vent fait avec du papier. mais bon, voilà. Si je fais un son, je me mets dans l'intention
de ce que je suis en train de travailler. Donc c'est tout un... Bon, c'est vrai que je suis d'une génération où il y avait le Living Theater, il y avait Grotowski, il y avait tous ces gens-là. Et on travaillait beaucoup l'improvisation comme ça, avec des idées dans la tête, avec des idées derrière la tête. Donc quand je fais des sons, je les fais comme ça. Je suis pas une preneuse de son qui pouffe mon micro parce que je tombe dessus. Je ne pratique pas complètement ça. Donc voilà pour la sélection que j'ai fait des ailes pour justement dans la première partie où on parle. Alors après il y a l'air. L'air. Alors les noms au passage, je mets beaucoup de temps à nommer mes sons. Parce que pour moi, c'est un moment vraiment de méditation. Donc je les écoute, c'est l'écoute réduite de Schaeffer. C'est-à-dire on fait un son, on l'écoute, même on avait une intention peut-être en le faisant, mais au moment où le son est capté, il est sur un support, il n'y a plus de source. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de l'écouter, d'en définir des critères objectifs à la Schaeffer, avec la fameuse typologie, morphologie de Pierre Schaeffer, qui sont des critères, non pas des critères de classement, mais ce sont des critères de composition. C'est-à-dire, lui, il essayait de trouver des critères pour qu'avec des bruits, on puisse enchaîner musicalement les choses. Et ce n'était pas une affaire de classement. Parce que souvent, je trouve qu'on réduit ça maintenant à ça, mais non. Après, alors moi, par contre, j'ai fait ma sauce. Donc, c'est ma sauce poétique. Donc, d'abord, là, vous voyez, c'est l'intention de la conduite qui m'importe. Et comme dans tous les logiciels, on travaille par ordre alphabétique, c'est très important d'avoir tout avec plusieurs racines comme ça pour pouvoir les repérer et d'aller vite les chercher. Et donc, voilà. Moi, après, c'est ma sauce. Là, c'est une pompe, ça crisse. Alors, je vais les décrire aussi d'une manière poétique, d'une manière au niveau de la sensation. Pour moi, c'est très important, la sensation. Vous voyez, là, ça crisse. On peut imaginer une petite bête qui souffle dans le sable et qui crie en même temps. Bon. Là sont des petites graines qui c'était dans une forêt, enfin pas dans, enfin sur le bord de la côte. Comment 5 minutes? Ah oui, ça va vite, ça. Effectivement, ça passe, excusez-moi. Alors, attendez, qu'est-ce que je... Alors, je vais vous faire entendre... Bon, vous voyez, les classements et les sons, je pense que vous avez compris que tout ça, c'est au niveau des classements. Vous voyez, il y a le cris, il y a des énergies, il y a des fonds. Alors, ce que j'appelle le fond, vous voyez, ça fait presque rien, mais ça occupe un fond sur lequel peuvent se poser des bruits qui fait que ça, tout d'un coup, ça passe tout seul. Il y a des glouglous, il y a des sons de miroitement, il y a des ondes, des petites vaguelettes, il y a des sons très profonds, c'était pour la fin, etc., etc. Il y a des sons très rugueux, comme ça. Vous voyez, c'est un... Bon, voilà. Alors, donc ça, c'était le système de classement pour les sons. Et ensuite, de quoi je vais vous parler? Alors maintenant, je vais quand même oser les qualités particulières d'un son pour bien montrer la démarche poétique de la chose. Qui ne sont pas entre le symbole, la métaphore, la suggestion, bon, toutes ces données-là qui ne sont pas toujours faciles à définir. Par exemple, quand on était sur le sable, j'ai vécu ça aussi dans la vase, il y a ce qu'on appelle le spongieux. Donc ça, c'est un peu plus phénoménologique, on va dire. C'est un peu à la Bachelard. Alors le spongieux, pour moi, c'est une donnée très très importante parce que justement, en Normandie, il y a de la mousse, dans le sable, c'est spongieux, dans la vase, c'est spongieux, etc. Et comment, musicalement, travailler cette donnée-là? Comment travailler le spongieux? Voilà. Pour moi, c'est déjà un travail musical qui va me prendre du temps.
Et pour illustrer un petit peu le spongieux de l'étran, donc on pourrait dire sur le spongieux pour moi, hein, donc par exemple, c'est ni solide ni liquide. Le spongieux est une matière de l'entre-deux, un seuil. Il est fait d'espaces vides, comme si le vide était sa véritable substance. Et pourtant, il n'est pas le vide. Il est ce qui permet au fluide de passer, à l'air de circuler, au vivant de trouver refuge. C'est une métaphore de la transition, un lieu où rien n'est figé, où tout reste en devenir, prêt à être transformé. Le spongieux se situe à la frontière entre l'inerte et le vivant, une matière qui intrigue autant qu'elle me rassure. C'est trop mou, c'est trop humide, il peut même devenir inquiétant. C'est jamais rigide, c'est jamais figé, il est malléable, il gonfle, il s'imbibe, il sèche, il s'effrite, toujours en mouvement. C'est une sorte de constellation d'alvéoles, un labyrinthe miniature où chaque pore raconte une histoire d'échange, de passage, d'instant. Le spongieux est une matière vivante dont la forme est sans cesse modifiée par ce qu'elle traverse. Chaque fibre emporte la mémoire, et ainsi de suite. Donc j'ai travaillé sur le spongieux. Je peux peut-être vous faire juste écouter donc un passage. Un passage. Alors attendez. Vélo, peut-être ici. Un travail, ce que j'ai fait aussi sur les vélos, sur le vélo qui passait, c'était très joli cette image et j'adore les vélos. Donc j'ai travaillé avec des pneus de vélo et des petites baguettes, etc. pour illustrer le passage du vélo. Et le vélo qui va vers le spongieux et éventuellement le sable. Et là, je le fais en direct avec les petits curseurs sur ma petite console.
Bon, voilà, petit à petit, ben, ça évolue. Donc, bon, voilà des petites parties illustrant ça. Vous voyez, l'idée du spongieux, ce que je vous ai lu, moi je travaille beaucoup avec des textes, je suis très littéraire, et ça me permet à un moment donné justement de me fabriquer des images dans la tête, des images qui pour moi sont sonores. Enfin, ça, quand je vous ai lu tout à l'heure la chose, je l'entends. Ça me dit quelque chose de bizarrement de musical, qui fait qu'après je laisse tomber, et puis c'est l'oreille qui prend le relais, quoi. Hein, voilà. Bon, et voilà, je vais m'arrêter là. Oui. Tout à l'heure, vous avez montré un dispositif. Ok. Tout à l'heure, vous avez montré un dispositif en 8 canaux. Oui. Là, c'est une réduction stéréo. Ou bien, ce que vous venez de nous faire entendre, ça a été composé au départ déjà en stéréo? Non, c'est... Alors, attends, au départ ça, c'est la version CD qui manifestement était en stéréo. Donc, on a réduit, on a travaillé, on est parti de la version en 8 pistes pour aboutir à la stéréo. Okay. Mais quand on travaillait, on a eu 2 fois une semaine de résidence. On a travaillé avec le dispositif parce que Ologelou, c'est un lieu formidable. C'est un lieu où les gens sont extraordinaires au niveau de la création, et donc ils arrivent à installer pendant une semaine dans un très beau lieu le bon dispositif, et ça marche. Enfin, c'est formidable. Mais les prises de son, elles sont en stéréo, non? Alors, les prises de son sont en stéréo. Moi, j'adore la stéréo. Je déteste la mono. Et... figurez-vous, je suis née avec quasiment la stéréo. Hein. Mon premier magnétophone, le Nagra, il était en mono. C'est allé très vite, quoi, la technologie, c'est incroyable. Et donc, pour moi, la stéréo, elle est déjà, en soi, elle est poétique. Même plus qu'autre chose. Il y a une espèce de champ sonore qui est suspendu comme ça, dans l'air, qui fait que pour moi, c'est déjà une sensation poétique. Ton mouvement dès la prise de son. Oui, absolument. Ah, pardon. Ça y est, j'ai tout dit. Pour moi, le mouvement est fondamental, quoi. Même effectivement dans la prise de son, de passer d'un micro à l'autre, de sentir l'espace, quoi. Une petite curiosité, il y a Abyss Cachalot après, on passe sous l'eau ou... Oui, après on passe sous l'eau. D'accord. Toute la fin, c'est le sous l'eau imaginé. Imaginé, mais c'est un vrai cachalot. J'ai pris des sons de cachalot. Un vrai cachalot. Oui. Il y a un vrai son de cachalot, et il y a des sons de cachalot qui sont que j'ai fabriqués comme ça. Dans le truc. Attends, une seconde. Hein. Je sais pas si ça va tomber dessus. Hein. Attends. Là, on y va. On rentre un peu dedans. Ça sont des faux, pour moi, des faux sons de cachalot. Ça. Voilà. Et là, derrière, tu as tes ta-ta-ta-ta-ta. Bon, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment c'est un amusement, hein, de pouvoir mélanger des sons naturels. Tu vois, dans ma tête, un son de cachalot avec des sons qui sont faits sur une peau de tambour. Voilà, ça me plaît, quoi. Moi, je voudrais savoir un petit peu, entre le moment où tu prépares ta matière sonore
et puis le moment où vient l'improvisation et la rencontre avec Marc. Quand tu traverses ça et que tu réécoutes par la suite, est-ce que d'un seul coup, tu as d'autres images qui apparaissent, tu as d'autres choses que tu n'avais pas imaginées qui prennent place? Au moment où on a travaillé, c'est-à-dire on s'est vu une semaine pour voir le paysage, faire les sons, discuter, se connaître, parce qu'en fait on se connaissait quasiment pas. C'est quand même, il a 30 ans de moins que moi, enfin c'est une rencontre. Et puis on s'est fait écouter des sons, etc. Puis après on a fait notre dispositif. Parce que quand vient le moment de l'improvisation, étant aussi improvisatrice, bon, on rentre un petit peu dans un monde, dans quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui nous échappe. Et du coup, là, parce que je vois entre les sons réels, les sons que tu as préparés et que tu recomposes, ce paysage recomposé, cette rencontre des deux paysages, en fait, c'est très, très fort parce qu'on dirait qu'ils ont toujours été ensemble. Et du coup, ben, voilà, je me demandais si toi aussi, en fait, il n'y avait pas une autre étape aussi là-dedans où ça ressollicite ton imaginaire, encore une fois, pour ouvrir encore d'autres mondes. Moi, je dirais que quand on improvise, c'est pas ma spécialité. Je suis vraiment je viens plutôt de la musique de support, on ne peut plus fixer. Mais j'ai eu envie d'improviser ces dernières années, grâce aux étudiants d'ailleurs qui m'ont bien poussé. Et donc, et je dois dire que je trouve ça très passionnant. Il se trouve qu'avec Marc, ça s'est très très bien passé, quoi. Enfin, c'est même étonnant, tu vois. On s'est retrouvés ensemble, on a joué et hop, ça part. C'est-à-dire que là, c'est une version fixée, là aussi, parce que bon, on fait un CD, ce qui est crétin, mais en même temps. Avec le peu qu'on a, et quand même, moi j'ai plein de sons, si tu veux, sur tous mes pads là. Et donc, en fonction du moment, quand même, je les connais par cœur. Hein. Parce que le fait de les avoir triés, c'est comme quelqu'un qui apprend une sonate de Beethoven par cœur, tu vois. C'est toujours mieux que s'il a une partition sous le nez. Donc, moi, je préfère ne pas avoir d'écran, et puis par contre, savoir exactement sous quel truc, toc, 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 ce qui fait qu'en fonction de ce qu'il fait lui. Et lui, c'est pareil, il a ses sons, il est sur, lui, il transforme, il fait toujours des trucs de transposition par rapport à ses sons du coup réels, et puis hop, on s'embarque. Suivant les versions, c'est quand même pas. Alors il y a une conduite, donc il y a quelque chose de construit qui fait qu'on peut quand même se retrouver à des moments, on n'est pas complètement comme ça, c'est pas complètement libre, mais en même temps, on se sent très, voilà, on part pour un voyage. Merci beaucoup.